Bonsoir et bienvenue donc sur nos jeudis d'Hébraïka. C'est un jeudi d'Hébraïka qui est très spécial ce soir. Il est très spécial à plus d'un titre. D'abord, pour une fois, il colle à l'actualité parce que Dreyfus, on en a beaucoup parlé et on a vu que il a été nommé maintenant général de brigade, et on parle de Dreyfus au Panthéon, ça on pourra en discuter après. Et puis très spécial parce que c'est un jeudi d'Hébraïka qui marque aussi un partenariat avec une institution que nous apprécions énormément, qui est l'Institut catholique de Toulouse. Et troisième élément qui rend ce jeudi d'Hébraïka très spécial, c'est que nous avons deux invités qui sont Marie-Cécile Cadars et Aude Bernard Roujoux de Boubé, toutes deux maîtres de conférences à l'Institut catholique, mais je vais laisser Aude faire une petite introduction et dire un peu ce que recouvre le titre que nous avons choisi, les 127 ans du J'accuse, regard croisé en littérature et en droit. Aude, c'est à vous. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer alors avec vous in personam, mais également plus largement avec Hebraïca. Je vous remercie en effet d'avoir introduit le fait que l'affaire Dreyfus connaissait un énième rebondissement d'actualité, puisqu'en effet, le 2 juin, c'est-à-dire il y a 11 jours, l'Assemblée nationale a voté, je le souligne dans le contexte politique que nous connaissons, à l'unanimité, le fait que le capitaine Dreyfus pourrait obtenir le titre de général de brigade à titre posthume. Donc là, maintenant, la proposition de loi est devant le Sénat, mais cela marque la modernité et l'actualité de l'affaire Dreyfus. Alors, nous, avec ma collègue Marie-Cécile Cadins, qui est maître de conférence en littérature générale et comparée à l'Institut catholique de Toulouse, et moi-même, pour être très honnête sur cette idée de revenir sur l'affaire Dreyfus, c'est parce que nous avons discuté un jour autour d'un café en échangeant sur parfois ces techniques littéraires qui vont avoir certaines conséquences, ces échos, cet engagement de certains hommes ou femmes, donc c'est un homme avec le grand H, qui marque l'histoire avec un grand H aussi. Et très rapidement, nous sommes arrivés sur le J'accuse de Zola. Moi, je lui dis, mais c'est fantastique, il se jette comme ça en pâture, il se met sous le coup des articles 30-31 de la loi de 1881. Et Marie-Cécile, mais je parle sous son contrôle, me dit, mais attends, mais je l'ai travaillé en long, en large. Zola, j'adore, c'est l'auteur que j'ai travaillé pour la thèse. Il y a une occurrence des J'accuse qui est absolument incroyable. Il y a un style littéraire qui est tout à fait unique, ce qui explique que le texte a traversé les années, les décennies et les siècles. Et là, nous étions en octobre ou en novembre, et nous nous sommes dit, tiens, le 13 janvier, ça fera 127 ans que le J'accuse a été publié, et pourquoi ne ferions-nous pas une conférence dessus? Et nous avons décidé de travailler à quatre mains, ce qui est pas forcément très courant chez des enseignants-chercheurs, encore moins quand il s'agit de deux disciplines distinctes, c'est-à-dire qu'on n'est ni à quatre mains en droit ni à quatre mains en littéraire, pour réfléchir, pour faire une petite présentation de ce texte, du contexte et des conséquences que ça peut avoir. Alors, je cède tout de suite la parole à Marie-Cécile et je profite de ce moment pour la remercier d'avoir été à mes côtés parce que on a déjà fait des conférences sur ce thème-là donc depuis janvier et c'est toujours un plaisir d'être avec elle. Voilà. Donc, ma chère, je te cède la parole. Bah, merci Aude pour cette belle présentation. Comme quoi, c'est vrai que parfois les grandes idées naissent autour d'un café et d'une complicité intellectuelle. Donc voilà, c'est très très agréable de partager ce moment avec vous et je vous remercie moi aussi de cette invitation qui me tient beaucoup à cœur à titre personnel et professionnel. Alors, dans un premier temps, je vous propose de recontextualiser un petit peu l'affaire Dreyfus d'un point de vue socio-historique et littéraire, et donc de faire un petit focus notamment sur la personnalité de Émile Zola.
Donc, si l'histoire a conservé J'accuse comme l'emblème de l'engagement politique de Zola, on oublie que finalement ce texte est un aboutissement littéraire et idéologique de l'auteur. Émile Zola, on le sait, avec Germinal, avec l'Assommoir, a toujours été très intéressé par l'actualité, par le monde qui l'entoure, et surtout, ce qui est intéressant chez Zola, c'est que c'est une figure euh, qui est intimement et profondément attachée à la vérité. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui ne supporte pas le mensonge. Et alors, avec l'affaire Dreyfus, il a été très largement servi. Donc, au moment où arrive l'affaire, Aude nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure d'un point de vue historique et politique, la Troisième République est jeune et elle est fragile. Différentes crises ont affaibli les institutions et ont créé un climat de suspicion, notamment la récente défaite de la France face à la Prusse et la montée en puissance de l'Allemagne unifiée en 1871, qui a exacerbé un sentiment nationaliste et donc qui a créé une peur de l'autre, une peur de l'étranger et quelque chose de qui va être déterminant dans l'affaire Dreyfus, la recherche de boucs émissaires. Donc dans ce climat, euh, il y a aussi un antisémitisme qui est absolument irradiant et dont les racines sont très anciennes, très diverses aussi, et très liées à des représentations du juif comme déicide. Donc, se développe et se diffuse grâce notamment à la validation de ce qu'on a appelé le racisme scientifique, hein, toute l'élaboration des races supérieures, inférieures, etc., par Darwin et compagnie. Donc, ce racisme scientifique va postuler l'existence de races qui seraient hiérarchiquement ordonnées et qui va positionner le juif, qui en soi, bêtement, n'est pas une race, hein, mais bon, plutôt une religion, mais le positionner comme étant inférieur parce que déicide, mais aussi parce que capitaliste. Le juif est accusé d'être intimement mêlé au milieu de la finance, il est accusé de capitalisation à outrance et de spoliation des non-juifs. Donc là, on voit bien que le contexte est fait pour que il apparaisse comme étant défini dans le Lévitique le bouc émissaire absolument désigné et idéal. Parallèlement, donc on a vu, on a une crise de confiance envers les institutions politiques qui va favoriser la montée du nationalisme, de ce qu'on appelle actuellement les populismes, et plus exactement de l'extrême droite, laquelle à l'époque va utiliser l'antisémitisme comme un instrument de mobilisation nationale. Donc en 1894, Émile Zola regarde ça un peu de loin. Ça fait 1 an qu'il a achevé la rédaction du dernier Rougon-Macquart, le docteur Pascal. Et il va être interpellé dans la presse par cette idée enfin, qu'un jeune officier de confession juive est accusé de trahison. Et il va être intéressé dans un premier temps par la cristallisation des tensions qui vont diviser cette société française. Dreyfus étant, alors on le verra après dans l'hypothèse que j'émettrai par la suite, Dreyfus étant celui qui va vraiment stigmatiser la dualité politique et idéologique française de cette époque-là. Donc, dans un premier temps, l'affaire défraie la chronique et Zola, on le sait par sa correspondance, a pu croire au tout début en la culpabilité de l'officier Dreyfus. Dans un premier temps, il n'est pas du tout acquis à sa cause, mais lors d'une rencontre organisée avec le sénateur Scheurer-Kestner, qui est ami du lieutenant-colonel Picard, lequel a découvert les preuves
à peu près vérifié de l'innocence, ou du moins de la présomption d'innocence de Dreyfus, lequel va le convaincre de l'injustice de l'affaire. Donc l'écrivain, qui est, comme je l'ai dit en préambule, animé par une obsession de la vérité, de la preuve et de la justice et de l'équité, va s'emparer du dossier et il va successivement écrire 3 lettres. Alors on a retenu J'accuse, mais il faut savoir que on a des préludes essentiels et très programmatiques de J'accuse. La première est intitulée Lettre à la jeunesse, où il va interpeller la jeunesse en disant vous êtes une jeunesse éclairée, vous êtes scientifique, vous êtes laïque, etc. Vous ne pouvez pas tomber dans le piège de l'injustice programmée concernant Dreyfus. Deuxième salve, la lettre à la France, qui va, elle, parler à tous les Français. Dernière chose, il va écrire sa fameuse lettre au président Félix Faure pour interpeller la plus haute autorité de l'État et lui demander de ne pas être complice de cette injustice, de cette erreur judiciaire et de ce crime contre Dreyfus. Donc, en 1898, janvier le 13, comme on l'a dit tout à l'heure, il va donc publier dans le journal L'Aurore cette lettre qui est tout de suite approuvée par Georges Clemenceau, qui est le rédacteur en chef de L'Aurore, et qui, lui, va appeler cette lettre J'accuse, du nom de l'anaphore récurrente du J'accuse dans le texte de Zola, et qui va apparaître comme un cri du cœur avec le génie de communicant qu'on connaît de Clemenceau. Le génie rhétorique de Zola et le génie de la presse de Clemenceau vont faire que cette lettre va permettre ce que maintenant Aude va nous expliquer, de remettre le dossier Dreyfus sur la place publique, en tout état de cause et en son âme et conscience, pour faire régner la justice et la vérité. Donc je te laisse parler de la suite. Je te remercie beaucoup. Alors, moi, je vais faire une toute petite digression historique et je me raccroche à ce que tu as dit. C'est vrai qu'on est dans un contexte politique qui est quand même très compliqué à l'époque. On sort de la guerre de Sedan de 1871. On a une mutation au sein de l'armée. On a perdu l'Alsace et la Moselle. Voilà, il y a cette espèce un petit peu de crispation qui se fait ressentir au sein de l'armée. Alors je vais peut-être j'espère ne pas être trop longue, mais Maurice, comme vous nous avez gentiment promis, voilà, qu'on pouvait être jusqu'à 20 heures, je vais essayer d'être brève, mais en reprenant quand même tous les faits qui sont importants. L'affaire commence en septembre 1894, où une lettre est rapportée à la section de statistiques. Donc section de statistiques, pardon, c'est cette section qui va venir vérifier s'il n'y a pas eu des communications qui ont été faites à l'ennemi. Alors la lettre n'est pas signée, la lettre n'est pas paraphée ou quoi que ce soit. On a une espèce de petite présentation et on comprend que l'auteur de cette lettre va partir en manœuvre. Bon. C'est très vaste. Mais très rapidement, et là, ça rejoint ce que disait à l'instant Marie-Cécile, on va accuser le capitaine Dreyfus parce que le capitaine Dreyfus est un homme, comment dire, de savoir. Je crois qu'il est issu de Polytechnique, il me semble. Il parle couramment l'allemand, il est riche et il est juif. Donc, on va considérer que ça va être lui et la machine va s'enclencher toute seule, alors qu'initialement, il n'y a pas grand-chose. 15 octobre 1884, il est convoqué sans motif au ministère de la Guerre où on lui demande de réaliser une dictée de façon à vérifier son écriture. De là, le 31 octobre 1894, donc 15 jours après, le commandant du paty de Clam, qui n'est absolument pas expert graphologue, considère qu'il y a une ressemblance entre la dictée réalisée par le capitaine Dreyfus et les mots qui ont été retrouvés dans ce fameux papier déchiré qui deviendra par la suite le bordereau.
Alors, ce que l'histoire ne précise pas trop, et c'est pour ça que là je prends un peu le temps de détricoter, c'est que le commandant du Paty de Clam n'était pas le seul à avoir été désigné pour réaliser une expertise graphologique. Il y avait également un autre expert qui, lui, pour le coup, était un véritable expert, qui s'appelait Gobert, qui avait constaté qu'il y avait certes une similitude, mais pas de là à dire qu'il y avait une exactitude d'écriture entre la dictée réalisée par le capitaine Dreyfus et les mots qu'on a pu trouver sur le bordereau déchiré. Qu'à cela ne tienne, la machine donc se met en branle. Novembre 1894, on a une instruction judiciaire qui est engagée. Pourquoi? Et là, c'est important et pareil, ça explique ce qui fait qu'on s'est rapproché avec Marie-Cécile Cadars. C'est qu'en fait, pourquoi une instruction judiciaire se met en place? C'est qu'on a un quotidien antisémite qui s'appelle La Libre Parole, qui commence à révéler l'affaire et qui part d'un constat, Dreyfus est coupable, c'est lui qui divulgue des informations importantes à l'Allemagne. Donc tout ça commence à créer une effervescence. Et le 3 décembre 1894, on a une véritable accusation qui est montée. Alors bon, c'est le commandant Besson d'Ormacheville qui monte cette accusation. Et le capitaine Dreyfus sera poursuivi pour haute trahison devant le Conseil de guerre du 19 au 22 décembre 1894. Volet juridique à préciser aussi, parce que ça pareil, on ne le sait pas forcément. À ce moment-là, l'avocat de Dreyfus, maître Demange, n'a pas accès au dossier. Il n'aura accès au dossier que quelque temps avant que l'audience soit ouverte. Et donc, il décide, ce qui est pas forcément courant, de lire publiquement ses conclusions de façon à avertir le public de ce qu'il va défendre concernant Dreyfus, puisqu'il n'a pas eu accès à ce qu'on appelle les droits de la défense, c'est-à-dire possibilité de consulter le dossier en amont, et de pouvoir y répondre correctement. Durant cette audience du 19 au 22 décembre 1894, le Conseil de guerre qui se réunit reçoit pendant le délibéré, ou un petit peu avant le délibéré, un dossier secret. Et dans ce dossier secret, il y aurait des preuves irréfutables de la culpabilité de Dreyfus. Alors naturellement, l'avocat maître Demange n'est pas informé, et sur la base de ce dossier secret, aux preuves absolument irréfutables, Dreyfus est condamné le 31 décembre 1894 et le 5 janvier 1895, il reçoit, enfin ce qu'on connaît tous, il y a la cérémonie de la dégradation qui se fait à l'école militaire de Paris avec ces images. Et d'ailleurs, on aurait pu amener des caricatures parce qu'on a tous en tête ces images qu'on a travaillées à l'école ou dans les différents degrés d'enseignement, où c'est terrible parce qu'on lui on lui casse son sabre, on lui enlève ses lanières d'or et ses galons, et donc il part au bagne. Le voilà parti au bagne. Rien ne se passe pendant 1895. Bon, il est dans une petite cellule de 4 mètres sur 4, dans une petite île où il est le seul habitant de l'île. Donc, on a déjà des conditions de détention qui sont très difficiles, mais qui ne sont pas de façon classique. C'est-à-dire que normalement, le bagne est quand même, tout le monde, tous les bagnards sont au même endroit, et lui était vraiment isolé, interdiction de parler à qui que ce soit, tout seul dans sa prison de 4 mètres sur 4. En mars 1896, une autre lettre déchirée, donc on est 1 an et 3-4 mois après les premières accusations contre le capitaine Dreyfus. Une lettre déchirée arrive à la section des statistiques, et c'était une lettre qui était adressée au commandant Esterhazy. Alors là, le nom est très important puisque c'est un personnage clé de l'affaire Dreyfus, le capitaine Esterhazy. Est à la tête de la section des statistiques à ce moment-là le lieutenant-colonel Picard. Alors, le lieutenant-colonel Picard a ceci de commun avec Zola, comme le disait tout à l'heure Marie-Cécile, c'est qu'à la base, il n'est pas du tout acquis à la cause de Dreyfus. Je dirais presque qu'il penche un peu sur de l'antisémitisme, voire que tant que ça ne le touche pas, il ne veut pas en entendre parler. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est assez, qui n'est pas pro, voilà, qui n'est pas Dreyfusard, qui n'est pas enclin à la cause juive, qui est vraiment de son côté. Mais il est quand même troublé par l'accusation portée contre Dreyfus, notamment quand il voit ce mot qui est intercepté, qui renvoie au commandant Esterhazy.
Et il arrive à se procurer le fameux dossier secret, ce dossier secret dont je vous disais qui a été communiqué pendant le délibéré et qui avait des preuves irréfutables contre le capitaine Dreyfus. En récupérant ce dossier secret, là, il tombe de plusieurs étages, si je puis dire, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien. Et il va avoir cette même démarche qu'Émile Zola, c'est-à-dire ce besoin de vérité et de dire attention, on est en train d'accuser à tort un innocent. Donc, il en informe le chef d'état-major de l'armée, le général Boisdeffre. Il subit des pressions. Alors, il y a certains articles qui, parfois, sur le lanceur d'alerte, associent un peu le lieutenant-colonel Picard en disant ben, finalement, est-ce que ce n'était pas un de nos premiers lanceurs d'alerte? Il subit alors beaucoup de pressions. Il va être éloigné dans l'Est. Il va être ensuite carrément muté en Tunisie, à une époque où la Tunisie était un endroit particulièrement dangereux. Bon. Le commandant Henri va fabriquer alors une lettre très grossière qui sera appelée par la suite le faux patriotique dont on entend souvent parler, avec des bouts de papier qui sont récupérés dans une poubelle pour faire croire à une correspondance entre un militaire italien et un officier allemand qui vont démontrer la culpabilité de Dreyfus. Donc on a ce commandant Henri qui essaie de reconstituer quelque chose pour faire croire à la fameuse culpabilité de Dreyfus. Je rappelle qu'on est en 1896 et que Dreyfus a été arrêté en 1894. Donc on avait toujours un fond, voilà, quelque chose qui n'était pas clarifié et qui se murmurait. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Zola qui avait dit la vérité a été terrée et du coup elle a grossi au point d'exploser. Enfin, là, je parle sous ton contrôle. J'avance un petit peu. Picard, le lieutenant-colonel Picard, qui a une permission entre deux voyages en Tunisie, s'épanche de cette situation parce qu'il en est encore, comment dire, très affecté d'avoir un innocent qui est condamné auprès d'un avocat qui est maître Louis Leblois. Et il lui fait jurer de n'absolument pas en parler, mais il lui explique le dossier secret, le fait qu'il n'y a pas de preuve. Et là, maître Leblois viole le secret professionnel pour justement parler, comme tu le disais tout à l'heure, au président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, en disant attention, il y a un doute sur cette affaire. Et le président du Sénat va en effet lui aussi douter, alors que de base, il n'est pas forcément Dreyfusard. En novembre 1897, donc on est 3 ans après l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus, en novembre 1897, un créancier du commandant Esterhazy s'aperçoit que l'écriture sur le bordereau qui incrimine Dreyfus est exactement la même que celle sur une reconnaissance de dette qu'il a. Il en fait part immédiatement à Mathieu Dreyfus, qui est le frère d'Alfred Dreyfus, en disant ben voilà, c'est exactement la même chose. Le bordereau dont on accuse le capitaine Dreyfus a en réalité été rédigé par le commandant Esterhazy. La famille de Dreyfus décide alors d'accuser le commandant Esterhazy comme étant le véritable auteur du bordereau. Et donc, on a une charge qui se rajoute sur le commandant Esterhazy parce que Picard avait déjà, le lieutenant-colonel Picard, avait déjà critiqué et certains diront calomnié le commandant Esterhazy. Et voilà que la famille de Dreyfus va venir se porter partie civile, si je puis dire, pour relancer un procès Dreyfus. Alors, l'affaire fait tant de bruit, encore une fois, par voie de presse, que l'état-major décide que Esterhazy soit jugé pour mettre fin à la polémique. Alors là, on a le 10 janvier 1898, le procès Esterhazy qui s'ouvre et comme Émile Zola et comme une grande partie de la France a pu, enfin une partie de la France a pu le penser, en se disant ça y est, la vérité va être rétablie concernant l'affaire Dreyfus, c'est un procès qui est pratiquement gagné. En réalité, non. Sur ce procès, la famille de Dreyfus va être interdite de se constituer partie civile. Les experts en graphologie vont subir des pressions et vont tous conclure qu'il y a une contrefaçon du bordereau de créance qui identifie l'écriture du commandant Esterhazy. Et tous les témoins qui sont à charge sont conspués. Des courses, le 11 janvier 1898, Esterhazy est acquitté à l'unanimité. Alors, il est acquitté à l'unanimité, mais et on n'en entendra plus jamais parler. Émile Zola, et là je parle sous ton contrôle, Marie-Cécile, est révolté
par cette situation, considère que la vérité ne peut pas rester comme ça semi-enterrée et décide donc de publier son fameux J'accuse le 13 janvier 1898. Et il fait rentrer dans la France, dans les foyers des familles françaises, le procès de Dreyfus, puisqu'à l'époque, tout le monde lit l'Aurore, tout le monde entend parler de J'accuse, et l'affaire J'accuse s'invite à toutes les tables des familles françaises de l'époque. Alors, Émile Zola, et ça on reviendra peut-être dessus, dans ce J'accuse qui est très long, et Marie-Cécile nous fera une présentation du texte, à la toute fin, il se met sous le coup volontairement des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui avait d'ailleurs amené à ce que nous en discutions initialement avec Marie-Cécile, où il s'expose à ce qu'on engage sa responsabilité pour diffamation, pour injure. Pour rappel, la loi du 29 juillet 1881, c'est la fameuse loi pour la liberté de la presse. C'est une loi qui est toujours extrêmement importante dans notre droit actuel et contemporain. Et voilà, il n'hésite pas à mettre un petit peu ses tripes et à mettre sa réputation et le risque d'un procès en jeu. Évidemment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il est poursuivi justement pour diffamation. On reviendra peut-être dessus. Il y a un premier arrêt qui est rendu en février 1898. Un vice de forme dessus. Donc, je passe rapidement. La Cour de cassation renvoie du coup l'affaire et c'est en juillet 1898, donc quelques mois après, qu'il est condamné par la cour d'assises de Seine-et-Oise à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. Alors, juste avant que la condamnation soit notifiée, son avocat lui conseille de fuir en Angleterre et je pense que Marie-Cécile reviendra dessus parce que dans l'évolution de la carrière de Zola, cette fuite du jour au lendemain en Angleterre pour un homme qui ne parlait pas anglais, je crois sans valise, sans bagage, voilà, vraiment sans rien, ça marquait un tournant dans ses écrits. Sur le plan juridique, du coup, comme ça ne lui a pas été notifié, le jugement n'a pas pu être mis à exécution, mais toujours est-il qu'il a quand même été condamné. Alors, le 5 juillet 1898, parce que finalement tout ceci n'avait mené à rien en janvier 1898, le plan Esterhazy qui est acquitté à l'unanimité, puis le procès de Zola en juillet, la femme de l'épouse du capitaine Dreyfus décide de former une requête en révision devant le garde des Sceaux pour que le dossier soit réouvert. La chambre criminelle de la Cour de cassation, en son procureur général, décide de réouvrir le dossier. La demande en révision est acceptée. Parallèlement à cette évolution juridique qui se fait, le 13 août 1898, donc on est un mois après, le capitaine Cuinier, qui est attaché au cabinet du ministre de la Guerre, étudie de nouveau les pièces du dossier secret, du bordereau qui inculpait le capitaine Dreyfus, du faux patriotique. Il regarde un petit peu tout ça, il a des doutes, il a beaucoup de doutes, il a trop de doutes. Il s'en confie auprès du ministre de la Guerre, qui est Godefroy Cavaignac, qui est anti-Dreyfusard, et anti-Dreyfusard affirmé et convaincu, et qui ne peut nier l'évidence. Et qui se rend compte qu'en effet, il y a eu un gros souci. Il décide donc le 30 août 1898 de convoquer le commandant Henry. Le commandant Henry, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui a fait ce faux patriotique en faisant croire à une conversation entre un militaire italien, un officier allemand qui accusait le colonel Dreyfus. Au bout d'une heure où il est passé aux aveux, le commandant Henry, au bout d'une heure où il est interrogé, le commandant Henry avoue qu'il s'agit en effet d'un faux patriotique monté de toutes pièces. Il est incarcéré et le lendemain, donc le 31 août 1898, il se suicide dans sa geôle. Je reviens du coup sur l'axe juridique. Le 29 octobre 1898, donc la Cour de cassation fait officiellement droit à la demande en révision de l'épouse du capitaine Dreyfus. 8 novembre 1898, une nouvelle instruction démarre. On est donc à 4 ans après le démarrage de l'affaire Dreyfus. Une nouvelle instruction va démarrer. Petite pause jusqu'en juin 1899 où la Cour de cassation réunie en 3 chambres casse le jugement qui a été rendu par le Conseil de guerre du 22 décembre 1894. Ce Conseil de guerre qui, en 2 mois, a condamné le capitaine Dreyfus et l'a envoyé au bagne. Donc elle casse ce jugement et elle renvoie. Bon.
Dreyfus donc revient en métropole, il est incarcéré à la prison militaire de Rennes. On a un nouveau conseil de guerre qui s'ouvre. On est entre le 7 août et le 9 septembre 1899. On est dans un climat de tension extrême en France entre les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards. Des manœuvres frauduleuses réapparaissent de nouveau. On ajoute des documents en cours d'instruction. On fait appeler le général Mercier, qui est très ami façon vraiment très très proche avec des juges qui siègent dans ce conseil de guerre de Rennes. Je passe également sur ce qui se passe pour les avocats, puisqu'on a maître Fernand Laborie qui avait été l'avocat d'Émile Zola qui se fait tirer dessus, donc il s'en sort, mais évidemment il va être alité pendant le temps du procès. On a également Maître Demange qui va subir d'énormes pressions. Il plaide d'ailleurs Maître Demange pendant 5 heures au cours de ce procès, donc c'est quelque chose qui est quand même très lourd, qui dure un bon mois. Et décision qui est rendue. On est le 9 septembre 1899, décision absolument incroyable. Dreyfus est coupable, mais il a des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on ménage la chèvre et le chou. Coupable, oui, mais on pourrait presque l'excuser et donc on ne le condamne plus qu'à 10 ans de réclusion. Voilà. Donc il repart pas au bagne, il est fait prisonnier pour purger encore 10 ans de réclusion. Évidemment, le soir même, Dreyfus forme un pourvoi en révision de nouveau et le lendemain, le 10 septembre 1899, son frère l'informe que le président est prêt à pouvoir, donc le président de l'époque c'est Émile Loubet, à pouvoir lui accorder la grâce présidentielle. Alors là, il y a une interrogation pour Dreyfus qui se pose, qui est si j'accepte la grâce présidentielle, je fais un aveu de culpabilité, mais je sors de l'incarcération, je sors de la prison et bon voilà, je profite entre guillemets de ma vie. Il faut savoir que l'homme a été extrêmement exténué par toutes ces années difficiles, sa famille aussi, son épouse. Donc voilà, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais intimement, c'est quand même compliqué pour lui de reconnaître une culpabilité qu'il n'a jamais reconnue, et enfin des faits qui lui sont reprochés et qu'il a toujours contestés, au risque d'avoir ces 10 ans de réclusion criminelle. Bon, il est épuisé, il n'en peut plus, il écoute ses proches et il demande la grâce présidentielle et il retire son pourvoi en révision. Dans l'aurore du 12 septembre 1899, et je parle encore sous ton contrôle, Zola va exploser. Il dit, alors je le cite, je suis dans l'épouvante, la terreur sacrée de l'homme qui voit l'impossible se réaliser, les fleuves remonter vers leur source, la terre culbuter sous le soleil, et ce que je crie, c'est la détresse de notre généreuse et noble France, c'est l'effroi de l'abîme où elle roule. Donc on a un Zola qui vraiment voilà, qui est dans tous ses états suite à cette décision. Ce qui était prévu arriva. 19 septembre 1899, le président Loubet signe la grâce et Dreyfus sort de prison 2 jours après, le 21 septembre 1899. Il y a une certaine tension au sein du camp des Dreyfusards parce que beaucoup n'ont pas compris la décision de Dreyfus et il y a eu de la déception. Et donc, ça a rajouté un sentiment alors je n'irais pas dire néfaste ou toxique, mais crispant dans cette société qui était déjà très déchirée sur l'affaire Dreyfus à ce moment-là. Ça pèse un petit peu, mais il y a un énième rebondissement dans cette affaire Dreyfus. 17 novembre 1899, loi Waldeck-Rousseau. Cette loi Waldeck-Rousseau, elle est absolument incroyable, elle est rocambolesque. C'est une loi qui propose, enfin qui couvre d'amnistie tous les faits criminels ou délictueux connexes à l'affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l'un de ces faits. Je cite l'intitulé de la loi. C'est-à-dire que tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'affaire Dreyfus, connexe ou ayant été compris dans une poursuite relative à l'un de ces faits, va permettre à ces auteurs de bénéficier d'une amnistie. Plus de recherche. On essaie d'étouffer. Pourquoi cette loi arrive-t-elle? Parce qu'on est à quelques jours de l'exposition universelle, et peut-être que tu reviendras dessus. On est dans un contexte où il faut apaiser, il faut sortir de l'affaire Dreyfus. La France est déchirée, et on se dit, bon, on va faire ça comme ça, on tourne la page, on n'entend plus parler. Oui, oui, mais non.
puisque l'exposition universelle a lieu. Mais 1 an ou 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, Jean Jaurès est élu député. Et en 1902, Chambre des députés, il revient dans un discours assez connu sur l'affaire Dreyfus, sur l'engagement de Zola. Il évoque publiquement les faux et les incohérences du dossier Dreyfus, ce qui relance un petit peu tout le monde. Et là, et je parle encore une fois sous le contrôle de la spécialiste, précède le décès d'Émile Zola qui a lieu le 29 septembre 1902, où il s'intoxique tout seul dans son appartement et on ne saura jamais dans quelle mesure il n'a vraiment pas su gérer un feu de cheminée, lui qui en gérait depuis 15, 20, 30 ans peut-être. Bon, mais là, je renvoie bien sûr la balle chez ma collègue. Le ministre de la Guerre, qui est quand même interpellé par les propos de Jean Jaurès, décide de réouvrir le dossier. Donc, on est à la 3e ou 4e réouverture du dossier et de procéder à une enquête administrative. L'enquête administrative dure 6 mois. Le 19 octobre 1903, donc on se rapproche de 10 ans de l'affaire Dreyfus. Le ministre de la Guerre rend son rapport au président du Conseil, c'est Émile Combes. Il expose la gravité des faits découverts, une gravité que l'on connaît, c'est-à-dire défauts, pression sur témoins, enfin, calomnie, etc., etc. Sur la base de ces révélations, Alfred Dreyfus forme fin octobre de 1903 une requête en révision, la 3e pour de vrai, puisqu'il s'était retiré la 2e, devant le garde des Sceaux pour faire réviser l'arrêt de 1899, le fameux arrêt du Conseil de guerre de Rennes qu'il avait condamné pour haute trahison, mais avec circonstances atténuantes. Donc, il demande à ce que cet arrêt soit révisé. La Cour de cassation, en mars 1904, fait droit à sa demande et décide d'ordonner une instruction. Et l'instruction va durer 2 ans. Donc, on se projette en 1906. En 1906, la Cour de cassation rend sa décision, où là, elle innocente le capitaine Dreyfus. Lui va renoncer à toute indemnité. Il va réintégrer l'armée en 1907. Évidemment, et c'est justement tout l'objet de cette loi très importante dont je parlais tout à l'heure, qui a été votée à l'unanimité le 2 juin, qui est en cours devant le Sénat, il est réintégré dans l'armée, mais on ne prend pas en compte la période où il n'a pas été dans l'armée. Donc évidemment, il va revenir en n'ayant pas le suivi de carrière qu'il aurait dû avoir. Dreyfus intègre donc l'armée, il réalise la Première Guerre mondiale. Alors, il réalise la Première Guerre mondiale, je crois, et il décède en 1935. Alors, en 1935, il décède. On pourrait se dire, ça y est, l'affaire Dreyfus est close. En réalité, elle n'est pas complètement, parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été reconnu. On a une première, il faut quand même le souligner, allocution publique du président de la République, Jacques Chirac, en 2006, en disant qu'il y a une injustice au sujet de l'affaire Dreyfus et que cette injustice devra un jour être comment dire, connu, révélé, exploité et qu'il faudra qu'il soit réhabilité. Et en mai 2025, je crois que c'est le 17 mai 2025, proposition de loi qui a été soutenue par Gabriel Attal, votée à l'unanimité pour que le grade de général de brigade soit attribué à titre posthume au capitaine Dreyfus. Et comme je le disais, c'est actuellement devant le Sénat. Donc voilà pour le passage historique et juridique qui est très long, mais qui permet de comprendre ces rebondissements et de comprendre que l'affaire Dreyfus, c'est pas que j'accuse, mais c'est 10 ans d'une affaire médiatico-juridico-religieuse. Enfin voilà, c'était quelque chose qui a été extrêmement important et qui a laissé des traces dans la société française. Alors maintenant, je te laisse peut-être la parole pour préciser un peu le j'accuse de Zola. Avec plaisir. Donc, alors, le J'accuse de Zola, c'est ce qui notamment nous a inspiré ce titre. C'est vraiment un texte hors norme. Il faut savoir que le 13 janvier 1998, quand paraît l'Aurore, c'est la seule et unique fois sous la rédaction en chef de Clémenceau que l'ouvrage, le journal va être acheté à plus de 300 000 exemplaires dans la journée. C'est énorme. Donc en fait, là, vous me permettrez
en tant que littéraire, de parler un peu de chiffres, parce que ce texte, il a beaucoup de chiffres. Donc, c'est 300 000 exemplaires. C'est un texte qui comporte 4 570 mots. Il est écrit, quand on a eu le bonheur, comme je l'ai eu moi, de le voir en vrai au manuscrit, c'est un manuscrit de 39 feuillets de 20 centimètres par 15, donc ce sont des petites feuilles, écrit à l'encre noire avec l'écriture de Zola qu'on connaît, voilà, assez ample, sur des rectos seulement. Et c'est un texte, quand on le lit, qui paraît être écrit à haute voix, tellement son impact rhétorique est percutant et il est fort. On dirait presque, et d'ailleurs, quand on fait une recherche sur ce texte, on voit qu'il est très peu raturé. Donc ça veut dire qu'il est sorti véritablement comme une harangue, comme s'il était sorti spontanément de la plume de Zola. Donc le travail de Zola repose sur une trame oratoire et stylistique extrêmement rigoureuse et extrêmement pensée. C'est ça qui est très intéressant. Alors c'est un auteur qui globalement a toujours beaucoup travaillé. Il a fait enfin il avait le programme de ses 20 Rougon-Macquart avant même d'écrire la première ligne de son premier ouvrage. Tout est balisé, c'est un scientifique, tout est programmatique. Mais alors, j'accuse, c'est un joyau de rhétorique. Il est clair que au moment où Zola écrit J'accuse, enfin la lettre au président Félix Faure plus exactement, la littérature est devenue un outil à la fois scientifique et une arme idéologique. C'est-à-dire que Zola et les naturalistes s'en sont servis depuis 2 décennies à peu près, depuis les années 60-70, comme d'une arme politique qui avait vocation à non plus à plaire, comme la littérature le faisait jusqu'à présent, à plaire ou à divertir, mais à instruire et à apporter une vérité à des gens qui n'étaient pas forcément supposés l'entendre. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est une espèce de d'aboutissement d'un processus idéologique et littéraire, on va voir que c'est tout à fait le cas. Donc l'écrivain Zola se place volontairement, comme l'a dit Aude, au cœur de la bataille et il va donner naissance à une figure qu'on connaît bien de nos jours, mais qui jusqu'à Zola et jusqu'à l'affaire Dreyfus n'existait pas, bien que certains en aient un peu usé, mais voilà. Il va donner naissance à la figure de l'intellectuel engagé. L'intellectuel engagé, c'est celui qui va utiliser son nom et son talent au service du bien public ou de ce qu'il considère lui comme étant le bien commun ou une cause personnelle. Et parallèlement, en s'adressant par voie de presse au peuple, il va aussi donner naissance, et c'est en cela qu'il est assez révolutionnaire, au concept qu'on connaît très bien actuellement, au concept d'opinion publique. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans le peuple l'idée d'opinion, il va demander aux gens de se positionner en leur âme et conscience. Donc la littérature, qui était jusqu'à présent un art, se mue à ce moment-là en acte politique, mais un acte politique qui va sortir des instances, qui va sortir des assemblées, qui va sortir des cabinets ministériels et qui va devenir accessible à tous et qui va revenir au principe platonicien et au principe de la Grèce antique de la République, c'est-à-dire la res publica, la chose publique, qui devient à la fois un sujet et un objet littéraire et politique. Alors ça, c'est révolutionnaire à l'époque. Maintenant, nous, on est un peu habitués à ça, mais le seul qui avait un petit peu fait ça quelques décennies avant, c'est Voltaire avec l'affaire Calas. Mais ça avait été euh, plutôt... il s'était moins mouillé que Zola, véritablement. Donc là, je vais peut-être être un peu technique, mais c'est aussi pour vous faire comprendre, autant Aude a été un peu technique sur les textes de loi, autant je vais l'être un peu sur les figures de rhétorique, pour déconstruire certaines choses et vous faire apparaître d'autres choses sur ce texte. Donc Zola utilise le principe de la lettre ouverte.
comme procédé, c'est ce qu'on appelle en rhétorique et qui est un peu galvaudé à l'heure actuelle, ce qui est un texte polémique. Polémique, ça vient du grec polémos, ça veut dire la guerre, le combat. Donc, il va se servir de sa plume comme d'une arme de combat. Et il va le faire volontairement. Et donc, il va se mettre en, en état de faire coexister deux positions antinomiques et adverses sur un même sujet. La forme va être volontairement agressive. On est sur une argumentation qui va consister à attaquer l'adversaire par le biais de ses propres arguments pour les dévaloriser, voire les ridiculiser et les faire tomber du point de vue de la vérité. Et c'est ce que Zola va faire et qui va participer, et là je parle sous l'égide de Aude, qui va participer à cette idée de diffamation. C'est-à-dire il va aller prendre les arguments et il va les faire tomber les uns après les autres. Donc, il va utiliser plusieurs figures de style à cet effet, notamment ce qui a donné le titre de l'œuvre, mais qui est surtout hyper connu, c'est l'anaphore J'accuse, célébrissime, qui frappe comme un marteau sur les consciences françaises qui découvrent le texte. Elle a un effet hypnotique, cette anaphore, et elle assène un rythme puissant avec une accumulation d'accusations tout au long du texte et à tous les niveaux de l'État. C'est-à-dire, il va accuser nommément chaque partie, sans embâge, sans dissimulation, et en étant conscient de ce qu'il fait. Pourtant, alors c'est elle qui va donner le nom, le titre de l'œuvre, et pourtant, quand on regarde bien, J'accuse n'apparaît que 10 fois dans le texte. Et elle va s'appliquer aussi bien nominativement aux acteurs que Zola incrimine, je cite, sans rancune ni haine, ce qui va être important, et Aude nous en parlera tout à l'heure, qu'institutionnellement en impliquant le conseil de guerre, la presse, la machine judiciaire et l'opinion publique en général. Dans les répétitions utilisées par Zola pour marteler véritablement ses arguments, on relève 18 occurrences du mot vérité. Quand je vous ai dit que c'était un acharné de la vérité, c'est le cas. Souvent accolé à justice, qu'on lit 14 fois dans le titre, dans le texte. Volontairement, je ne m'attarderai pas sur les dérivés parce que forcément, il y a les mensonges, il y a les injustices, il y a l'équité. Et donc, toute cette thématique de vérité et de justice émaille complètement et enferre le lecteur qui va être complètement submergé par cet assaut de vérité, justice, accusation. Il peut pas respirer parce que tout est fait pour le contraindre à accepter cette vérité. L'auteur emploie aussi alors ce qu'on appelle des épistrophes, c'est-à-dire des mots ou des groupes de mots qui sont placés volontairement en fin de phrase pour créer un rythme et créer une influence psychologique sur le lecteur. Ces épistrophes vont concerner spécifiquement les noms des protagonistes. Donc il va finir pratiquement toutes ces phrases par Dreyfus, majoritairement, Esterhazy, qui revient très régulièrement, Mercier, et pour bien mettre en tête des lecteurs que ce sont ces personnes qui sont les protagonistes de l'affaire. Il va aussi utiliser des verbes très forts en termes d'épistrophe, condamner, tromper, exiler, mais aussi des substantifs comme justice, vérité, trahison. Par ces procédés d'itération, Zola va ficeler son argumentation en circonscrivant la pensée entre les anaphores, donc les débuts de phrases qui sont très travaillés, et les épistrophes, c'est-à-dire les fins de phrases, et donc ça va complètement encapsuler le texte et encapsuler l'esprit du lecteur quand il va le lire. Tout cela sans s'en rendre compte, puisque j'imagine que quand vous l'avez lu, vous n'avez pas eu l'idée d'être manipulé, mais c'est ce que Zola fait du début à la fin. Il nous manipule sciemment.
Il va avoir des effets d'accumulation, notamment d'effets négatifs, pour forcer l'impression de gravité et souligner l'importance de l'erreur judiciaire, du complot, de l'intentionnalité coupable et dénoncer un antisémitisme patent. Le lecteur va être assailli de verbes comme falsifier, truander, comploter, calomnier, qui confèrent une dimension absolument dramatique et racinienne à l'affaire, et des adjectifs comme ignoble, abominable, scandaleux, et aussi surtout des noms propres, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, en nommant et en désignant véritablement les acteurs tels que Zola les perçoit. Dans cette lettre ouverte, Zola va alterner de manière délibérée entre un registre très soutenu pour légitimer son accusation. Après tout, il s'adresse au président Félix Faure et donc il doit s'adresser à lui avec respect pour capter sa bienveillance et pour s'adresser à la foule, et mesdames, je suis désolée, y compris aux femmes, hein, du propre aveu de Zola. Pour se rapprocher du lecteur, il va utiliser un lexique un peu plus courant, un discours plus accessible, en suscitant notamment de l'émotion et en créant une complicité, une connivence intellectuelle avec ses lecteurs. Il va descendre jusqu'à un registre très populaire, très simple, pour toucher le peuple et pour l'inciter à partager sa colère et son sentiment d'injustice. Il sait déjà que le peuple est acquis à sa cause, parce que notamment avec Germinal, il avait eu beaucoup de lecteurs qui étaient issus du peuple, notamment par le biais de la presse et des feuilletons. Donc il sait que le peuple, qui est la force vive, va le suivre. Et donc il s'adresse aussi au peuple de manière totalement délibérée. Et là où il va être extrêmement intéressant, c'est que il va faire reposer son texte sur ce que Aristote appelle le triangle rhétorique, c'est-à-dire l'éthos, le logos et le pathos. Donc l'éthos, et c'est en ça que ça va être intéressant aussi de voir avec Aude comment les choses s'articulent avec le droit et avec la légalité. L'éthos, c'est, dans le discours d'Aristote, c'est l'autorité morale, l'image de l'orateur et sa crédibilité. Donc Zola, c'est l'écrivain le plus célèbre de son temps, hein. Il faut savoir que Zola, à cette époque-là, on cite Zola comme nous, on pourrait citer, je ne sais pas moi, Houellebecq ou Amélie Nothomb. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement connu et d'extrêmement populaire. Il est engagé socialement, il défend la vérité et la justice depuis ses débuts. Il jouit d'une notoriété dans toutes les strates de la société et c'est un personnage qui respire l'intégrité morale. Il n'a jamais eu de scandale, on ne lui a jamais fait de procès, contrairement à Flaubert ou à d'autres, il n'a jamais été en justice. Donc c'est quelqu'un qui est considéré comme intègre. On connaît dans le naturalisme sa démarche rigoureuse et scientifique d'enquête, d'objectivité, de démarche dépassionnée qu'il a érigée comme fondement du naturalisme et qui lui confère à ce moment-là une aura de probité. Donc c'est pas quelqu'un qui va jouer sur le sentiment, sur la subjectivité, c'est quelqu'un qui s'attache aux faits et quelqu'un qui est totalement dans la probité de ce qu'il avance. Pour écrire J'accuse, il va donc procéder de même en s'appuyant sur les preuves réelles, des expertises, des contre-expertises, et il va décrédibiliser les dires des militaires en convoquant des juristes, par exemple, pour dénoncer les irrégularités dont parlait Aude tout à l'heure, notamment en termes de graphologie, puisqu'il va vraiment aller faire des contre-expertises pour dire un tel avait dit ça, moi mon expert il vous dit ça. Et comme c'est l'expert de Zola, et que vous avez confiance en moi, vous pouvez avoir confiance en mon expert. Il va renforcer le sérieux de son approche, il va accroître son capital éthique, notamment en discréditant ses adversaires et en laissant entendre que comparé à lui, à sa démarche scientifique, à son intégrité morale, à son éthique professionnelle, bien tous ces gens-là ne font que spéculation, amateurisme et tricherie.
Donc, il va travailler en miroir, puisque moi je suis intègre et que je les dénigre, c'est qu'eux ne le sont pas. Donc, c'est un procédé rhétorique qu'on connaît encore dans les discours politiques qu'on entend de nos jours. Dans ce contexte, l'anaphore j'accuse va marquer la détermination morale de l'auteur à défendre la vérité et à faire tomber l'injustice. Par cette stratégie rhétorique, Zola s'impose comme le défenseur de la justice, fédérateur, radical, prêt à aucun compromis pour faire régner la vérité contre le mensonge. Pour renforcer son autorité, Zola va aussi s'appuyer, comme on l'a dit, dans le triangle sur le logos. Le logos, c'est ce qui a donné la logique, c'est-à-dire l'appel à la raison, à la logique. Et c'est la voie que Zola choisit pour convaincre avec un argumentaire qui est solide et qui est étayé rationnellement. On l'a vu, il a accumulé les preuves, les documents, les témoins, les experts. Il ne parle pas en l'air. Il reprend rigoureusement les accusations de ses adversaires point par point pour les réfuter à grand renfort de rationalité, en disant, voilà, le faux patriotique, c'est n'importe quoi. Il faut remettre les choses à leur place et donc, à grand coup de rationalité, il va démonter les arguments des autres. Il va notamment utiliser les principes de raisonnement déductif et inductif pour donner à son argumentation une logique qui va être imparable. Dans la déduction, il part d'une vérité générale vers un cas particulier. Par exemple, si les experts graphologues ne sont pas d'accord entre eux, alors la graphologie est une technique contestable et donc l'analyse du bordereau ne peut être retenue comme une preuve suffisante à la culpabilité de Dreyfus. Et encore, selon les principes du droit, tout individu est présumé innocent, donc Dreyfus est innocent puisque on est incapable de prouver par la preuve sa culpabilité. Donc ça, on est dans une logique de déduction. Dans la logique inductive, par contre, on va partir d'une observation particulière pour aller vers une vérité plus générale. Dans le cas présent, le désaccord des experts graphologues montre que la graphologie n'est pas une science exacte, donc elle n'est pas suffisamment fiable pour faire accuser un homme. Donc on part du cas de Dreyfus et on en fait une vérité générale. Donc il va convaincre par des éléments probants, objectifs, qui vont agir durablement sur l'esprit du lecteur parce que il fait appel à l'incontestable. On ne peut pas contester la logique avec laquelle il œuvre dans son texte. Alors ça, c'est pour la conviction. Mais il va aussi persuader. Et pour persuader, on n'agit plus sur l'objectivité, on agit sur l'émotion. Et là, Zola ne va pas se priver d'utiliser cette méthode qu'est le pathos. Par ce biais, il va éveiller la compassion, l'empathie, la colère, l'indignation, c'est-à-dire des passions chaudes pour inciter les gens à se mobiliser. Il va prendre le temps de décrire minutieusement ce dont parlait Aude tout à l'heure, les souffrances de Dreyfus, les humiliations, la honte, la torture psychologique subie par Dreyfus, mais aussi par sa femme innocente, par sa famille, par ses proches. La mise à mal aussi des institutions qui accroît chez lui la crainte que cela touche tous les publics et pas seulement les gens instruits, mais même le peuple et même les femmes. J'insiste parce qu'il a un petit côté misogyne quand même, hein, osons le dire. Donc, le registre pathétique va compléter idéalement l'argumentation logique et donc qu'on soit plutôt dans le pathos et l'empathie ou qu'on soit plutôt dans le logos et la raison, tout le monde est inclus, tout le monde a droit à son argumentation et personne n'est laissé sur le bord de la route. Donc, il arrive à fédérer tout le monde, morale, logique, affectivité. Il joue sur toutes les gammes, du vrai, du faux, du juste, de l'injuste, du bien, du mal. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde a un argument sur lequel s'accrocher. Il est fédérateur. Donc, à ce triangle, Zola va ajouter une dimension qui, moi, me semble essentielle. C'est la thèse notamment que je défends là-dedans, c'est celle du mythos, c'est-à-dire le pouvoir de l'histoire. Alors, je vais aller peut-être un peu loin
dans mes raisonnements, mais pourquoi pas. Il convoque donc des valeurs communes. Le mythos, c'est ce qui va créer le mythe, hein. Donc il va convoquer des croyances partagées, une identité collective et ce qui fait nation. Dans J'accuse, Zola fait appel à un ensemble d'idéaux et de mythes fondamentaux de la République française qui est fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de justice pour tous. Et donc il va dénoncer l'injustice faite à Dreyfus en accusant directement la République de trahir ses propres aspirations. Et là, il fait très très fort quand même, hein, parce que... Donc, que fait Zola dans J'accuse? Il va élever Dreyfus au rang de héros mythique. Il va incarner, alors, malgré la judaïté de Dreyfus, il va l'incarner comme une figure christique, comme une figure messianique qui va incarner tous ceux qui sont injustement persécutés. Il va élever Dreyfus comme une espèce de figure sacrificielle face à l'injustice, à l'inéquité, et donc ses souffrances vont devenir rédemptrices. Et il va appeler Félix Faure en lui disant, il faut que vous arriviez à expier les péchés d'une société corrompue. Par effet rebond, Zola devient un saint laïque et républicain, et avec Dreyfus, ils vont reconstruire et demander à Félix Faure de reconstruire une république idéale fondée sur une vraie liberté, une vraie égalité, une vraie fraternité et une vraie justice. Donc, sous la plume de Zola, l'affaire complexe se transforme en un combat manichéen, Dreyfus et ses partisans le bien et leur adversaire le mal. Il va jouer sur le principe des cow-boys et des Indiens dans les westerns, c'est-à-dire des gentils et des méchants, en faisant exprès de ne pas avoir de nuances. En demandant la réouverture du dossier et la réhabilitation de Dreyfus, Zola laisse entrevoir au président Félix Faure qu'il sera, lui, celui qui permettra la victoire du bien contre le mal et garantira pour toujours la rédemption collective et l'avènement d'une république avec un R majuscule. Je te laisse rebondir. Alors, je te remercie pour cette présentation qui est incroyable. Je suis bouche bée. Ah, Je regarde aussi l'heure parce oui, que Maurice, vous nous aviez confié à 20h max et 19h43. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez un point de vue juridique sur la loi de 1881? Je parle sous ton contrôle, Marie-Cécile, mais on est peut-être... Ouais, le point de vue juridique peut être intéressant, oui. Ok, alors j'essaie d'être brève pour laisser peut-être tu un pourrais temps d'échange. démontrer, et ça je trouve ça génial, ta démonstration, comment Zola sciemment va aller se faire accuser. Oui. Il sait ce qu'il risque, il sait comment il le fait, il sait pourquoi il le fait. Et ça, je pense que ça intéressera le public. Alors, tout à fait. Je cite Zola dans son J'accuse. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous les coups des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Ce passage juridiquement est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il va venir attirer le lecteur sur le fait qu'il se met sous le coup de la fameuse loi du 29 juillet 1881, qui est la loi sur la liberté de la presse et qui permet maintenant à la presse d'être davantage libre. Il n'y a plus besoin d'autorisation pour créer un magazine, enfin un journal quotidien. Il n'y a plus besoin non plus de cautionnement. Donc on a une certaine liberté, mais cette liberté reste quand même encadrée par plusieurs infractions qui sont nombreuses, mais les trois principales qui sont les plus connues, je me hâte un peu vu le temps imparti, c'est la diffamation, l'injure et l'offense. L'injure, c'est prévu par l'article 26 de la loi de 1881. C'est lorsqu'on va venir, l'offense, pardon. L'offense, c'est lorsqu'on va venir atteindre à l'honneur et à la
réputation d'un président de la République ou d'une personne haut dans l'échelle de l'organisation de l'État. Donc là, ce n'est pas le cas chez Zola. Il reste donc la diffamation et l'injure. L'injure, c'est caractérisé, et je cite la loi, c'est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une insulte, ce qu'on peut dire de façon contemporaine, voilà, c'est une insulte, ça va être une injure. Une insulte est une injure. La diffamation, en revanche, elle est plus importante. Elle va être caractérisée dès lors qu'il y a 3 éléments qui sont réunis. Et c'est pour ça que je me suis permise de prendre 2 secondes pour citer le passage et que je rebondir sur ce que vient de dire Marie-Cécile. 3 caractéristiques. Il faut tout d'abord l'imputation ou l'allégation d'un fait précis. Un fait précis, ça veut dire que le fait dont la victime est accusée va pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire, probatoire, et qu'il va y avoir la possibilité de faire une offre de preuve. Donc, il faut vraiment que lorsqu'on s'expose à une diffamation, on allègue d'un fait qui soit très précis. Ce matin, alors on est le 12, ce matin 12 juin 2025, tu ne t'es pas lavé les pieds, donc tu sens mauvais. C'est précis, ça concerne une personne et on en tire une conséquence. Là, Zola, comme tu l'as précisé, cite des faits extrêmement précis et qui sont datables, qui sont avérés, qui sont pratiquement connus par la France entière. Donc la première caractéristique est remplie. La seconde, c'est une atteinte, pardon, à l'honneur ou à la réputation. Or, l'honneur, la réputation, la considération, c'est quand même un petit peu, c'est un auteur qui disait ça, les 2 faces d'une même médaille. Pour faire simple, on a toujours considéré que l'honneur, c'était un sentiment personnel, la réputation ou la considération, c'était ce que les autres vont penser de nous. Bon. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il y ait une atteinte à cet honneur, à cette considération, qui soit appréciée de façon objective. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse se dire, sans prendre en compte ce que ressent la victime, oui, objectivement, il y a une atteinte à l'honneur et à la réputation. Bon là, c'est manifeste dans le j'accuse, et tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a cet effet d'oppression constante et d'atteinte, puisqu'en effet, il va venir dire, mais comment ces institutions si incroyables de la Troisième République peuvent-elles pratiquement en arriver là? Et c'est absolument détestable. Donc, notamment concernant l'armée, il est extrêmement violent à l'égard de l'armée. Donc, la deuxième caractéristique est remplie. La troisième, c'est que le délit doit caractériser une personne identifiable. Et là, évidemment, je passe très vite dessus, les noms sont cités, le commandant du Paty de Clam, le Lui, commandant beaucoup. Esterhazy, oui, lui beaucoup. Voilà, donc on est dans la diffamation. Et c'est pour ça que Zola n'hésite pas, il a parfaitement raison, de dire, je sais que je m'expose sous le coup des articles 30, 31, et c'est volontairement que je m'expose. Il rentre exactement, il a calé son style littéraire. Il s'est fait renseigner Ah, par un avocat hein, ça pour ne y aller. m'étonne pas du tout parce qu'il rentre exactement dans les 3 critères qui sont attendus pour caractériser une diffamation au sens de l'article 29 et donc 30-31 de la loi de 1881. Il est pile poil dans les clous. Donc, il s'expose à la diffamation, d'où le procès Zola qui s'ouvre et dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, quels sont les moyens? Pourquoi Zola a fait ça? Parce que là, on peut se dire, mais pourquoi il est allé à diffamer? L'auteur étant un écrivain de génie, il aurait très bien pu dire la même chose sans tomber sous le coup de la diffamation. Quel est l'intérêt pour lui de s'exposer à une diffamation qu'il contraindra à partir d'Angleterre à payer une amende, éventuellement, et ça je parle sous ton contrôle, avoir une carrière qui s'est trop vite arrêtée. Voilà, pourquoi fait-il ça? Et à risquer Eh sa bien, vie. et à risquer sa vie? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir du moment où il va être poursuivi pour diffamation, il va pouvoir avoir des moyens de défense. Et les moyens de défense, ils sont au nombre de 2 pour Zola. On a un premier moyen de défense qui va être la démonstration de la preuve de la vérité. C'est ce qu'on appelle en droit l'exceptio veritatis, c'est-à-dire que l'auteur de la diffamation, si on le poursuit pour diffamation, va pouvoir dire non, non, attendez, là c'est la vérité, j'ai exactement toutes les preuves qui permettent d'attester que ce que je dis est vrai. Zola ne se sert pas de ce moyen de défense-là, certainement parce qu'il n'a pas en sa possession tous les éléments de preuve permettant d'assurer qu'il va pouvoir réussir une exceptio veritatis. Il a fait un peu Il, de bluff. il fait du bluff, exactement. Il bluffe. Il se fonde donc sur le second moyen de défense qui est mis à sa disposition, ce qu'on appelle la bonne foi. Et donc, la bonne foi, ça va être de démontrer que ce qu'il dit
est réalisé de bonne foi, ou ce qu'on dit aujourd'hui, c'est dans l'intérêt général. Et pour cela, il y a 4 éléments par rapport à cette loi de 1880 qui vont caractériser la bonne foi. Il faut tout d'abord un motif légitime d'information. On est dedans. Il n'arrête pas de dire, c'est extrêmement important, c'est un tournant de la France, il faut que le peuple français soit informé. On a l'existence d'une enquête sérieuse. On est dedans aussi. On a une enquête sérieuse qui est menée et qui est instruite, bon, notamment à partir de 1899 et puis 1902-1903 par la Cour de cassation, mais il y a une enquête qui a été menée. Il faut également la prudence et l'objectivité du propos, donc c'est-à-dire une certaine objectivité du propos. Et donc là, il renvoie en effet à des faits qui sont extrêmement précis et qui sont datables. Et quatrième chose, et c'est pour ça qu'à la fin, il termine son j'accuse ainsi, il faut une absence d'animosité personnelle. Oui, Et c'est sans pour ça que je vous ai rancune lu, ni haine. voilà, quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. C'est-à-dire qu'il calque exactement son style littéraire sur les critères de la loi, tant dans la caractérisation de l'infraction que dans le moyen de défense qu'il va utiliser. Malheureusement pour lui, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, son procès s'ouvre en février 1898. Il va être condamné quand même à la peine la plus lourde, puisqu'il prend 1 an d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende. Voilà, donc c'est quand même la peine plus lourde qui est prévue par l'article 30. Mais il faut reconnaître à l'auteur d'avoir travaillé un petit peu le contexte juridique et la loi et d'être tombé exactement dans les clous qui étaient attendus. Voilà. Et ceci me permet de faire une boucle avec mes propos initiaux qui étaient, c'est comme ça que nous en sommes arrivés, vous savez tout, avec Marie-Cécile en parler, où j'ai dit, ben là, c'est incroyable comment littérairement parlant, il s'est collé sur la loi de 1881 et où tu m'as répondu, mais dans tous les cas, ça fait partie du style et de tout le reste. Vous Voilà. savez tout. Voilà. Bravo, La hein, boucle, bravo. la boucle est bouclée. Ah ouais, la boucle est bouclée, c'est passionnant et c'est vrai que à la fois l'étude stylistique de cette lettre ouverte et les dessous juridiques, en particulier de la diffamation, c'est hyper intéressant. Alors, si il y a des questions, des commentaires, Thibaut nous dit c'est génial. Bon, il de depuis sa voiture. Euh, moi, j'aurais une question, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. Parce que autour de Zola, il y avait toute une équipe. Enfin, une équipe. Il y avait d'autres membres. Oui. Je pense à Charles Péguy, par exemple. Oui. Est-ce que l'on a connaissance d'un- comment dire, d'aide qui a pu être apportée à Zola, où Zola était un grand solitaire et n'a écrit qu'en solitaire? Alors, Oh, la lettre en soi a été écrite en solitaire, ouais. mais oui, il a pris des conseils, notamment auprès de la famille de Mathieu Dreyfus, notamment, auprès je lis en même temps ce que dit Thibault, auprès d'avocats auprès de juges qu'il connaissait aussi et auprès de personnes de l'armée qui ont pu, comme on dit vulgairement, le tuyauter un peu, puisque initialement il était journaliste, donc il a des techniques journalistiques et oui, il avait une équipe qui l'a accompagné pour avoir au moins des preuves, sinon il n'aurait jamais eu accès aux experts graphologues, etc., si il avait été tout seul. Mhm. Donc oui, il a travaillé un peu en équipe et son grand regret aura sûrement été de ne pas avoir vu la réhabilitation puisqu'il est mort 4 ans avant la réhabilitation de Dreyfus. Moi, D'accord. j'ai une question, si vous permettez, même peut-être deux. Euh, D'abord, à l'époque, vous avez, merci, hein, Aude et Marie-Cécile, pour ces deux analyses magnifiques, à la fois historiques et graphologiques, je dirais. À l'époque, il y avait une suprématie incroyable de l'armée française Tout à fait. et qui a été en fait le chaudron qui a permis sans doute Hmm. l'affaire Dreyfus. Ça a été un des vecteurs un des facteurs, je dirais, de l'affaire Dreyfus. Mais est-ce que vous croyez pas, là, en dehors, enfin, si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, que ça a été quand même l'affaire Dreyfus aussi peut-être
la naissance d'une véritable démocratie en France. Oui. Voilà. Oui, 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 clairement, puisque ça a donné lieu, comme je le disais, notamment à cette idée d'opinion publique, donc aussi où tout le monde pouvait exprimer quelque chose, et puis la grande muette, hein, donc l'armée, Après, qui a été un petit peu torpillée par cette affaire et qui a dû, cette affaire et pas que, puisqu'il y avait eu la défaite de Sedan, il y avait eu, enfin la débâcle, il y avait eu plein de choses qui faisaient qu'elle était fragilisée et que là on essayait de maintenir le feu d'un ancien volcan trop vieux. Et au final, oui, ça a permis de libérer la parole, ça a permis de, de, de ne pas concentrer que sur les cours martiales certains débats et de le mettre sur la place publique. Donc oui, ça a permis des choses quand même. j'ai encore une question aussi sur la mort de Zola, qui est très Mm, suspecte finalement, hein, Mm. cet incendie de feu de cheminée qui l'a asphyxié. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres rebondissements sur cette problématique-là où on est resté dans le vague si, est-ce que c'est un assassinat, est-ce que c'est un accident domestique, enfin, Alors, semble-t-il alors c'est toujours pas tranché, hein, donc on a pour l'instant dans les cercles zoliens, on ne dit pas Zola a été assassiné ou Zola est mort bêtement d'un accident. C'est toujours pas tranché. Toujours est-il qu'on a quand même de fortes présomptions puisque sa cheminée, c'est de la cheminée de sa chambre, hein, qui a priori qui a priori tirait très bien et il y aurait eu une entreprise qui serait venue faire des travaux sur son toit quelques jours avant alors que rien n'avait été spécialement demandé en disant voilà on fait un peu le tour du quartier, on vérifie. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que ça ne l'était pas? Malheureusement on peut pas trancher. Si vous me demandez mon intime conviction, oui, bah, complètement. je dirais avec un mauvais jeu de mots qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que et que je pense que c'était pas fortuit. Merci. Juste à Aude, une question sur le procès en diffamation qui a été intenté contre Zola, puisqu'il mhm. a fui en Angleterre, etc. Un an de prison. Il est injuste finalement ce procès, puisque vous avez donné tous les critères Mm, juridiques de la ouais, diffamation, les trois ouais, critères essentiels. ouais, Finalement, ouais, cette lettre, en plus, il ouais. s'est accusé lui-même en disant ben, je peux être sous le coup de la loi. Moi, je considère, enfin juridiquement, qu'on peut le considérer comme étant un procès injuste, puisqu'il Ouais. a quand même été condamné à un an de prison. Ah mais tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Juridiquement, tout était vraiment bien bouclé, bien cadré, et il se fait quand même condamner, ben, tout simplement pour L'exemple, faire taire, quoi. Hein. Voilà, pour il n'y a pas l'exemple. d'autre. Pour l'exemple et pour le faire taire et pour le contraindre bah, soit à être incarcéré, soit à fuir. Et je pense qu'on devait savoir dans les cercles un peu intimes que s'il était condamné, il fuirait. Voilà, donc on est malheureusement dans ce qu'il y a de plus moche, c'est-à-dire que malgré tous les parapluies juridiques qui sont sortis et qui sont bien sortis par son équipe juridique, il est quand même condamné. Il est en plus condamné à la peine la plus lourde. Voilà, Ce c'est-à-dire qu'il qui, aurait pu être condamné symboliquement à 100, 200, 300 francs. Ah non, non, il prend 3000. exactement la peine maximale. Un an d'emprisonnement, 3000 francs d'amende, quoi. Ce qui est énorme à l'époque. Donc vraiment, on veut se payer la tête de Zola. Alors, ce qui l'arrange aussi un peu au niveau marketing, hein, parce que dans ma problématique du mythos dont je parlais tout à l'heure, ça accrédite l'idée qu'il est une figure sacrificielle et qu'il est un saint laïque. Donc, il faut savoir que Zola est allé à son procès avec sa valise prête pour partir, hein. Donc, il le savait très bien. Donc, tout ça est très marketing aussi. C'est bien fait. Ah oui, c'est très bien fait, mais c'est très marketing. Il savait, il avait des conseils, il savait ce qu'il faisait, il savait, ouais. Il aurait eu un euro, un franc symbolique, pardon, il n'aurait pas été content.
J'allais Oui, dire, oui, ça, le bah, pour le coup, connaissant, oui, le connaissant, il aurait pas été content. je pense que pour le coup, oui, ça aurait été la condamnation à demi, mais tandis que bon, là, elle est Oui, totale. elle est Alors moi, pleine et entière. je voulais juste revenir tout à l'heure là où vous disiez c'est l'apparition de la démocratie. Je dirais plus, mais peut-être que c'est une déformation de juriste, que c'est l'avènement de l'état de droit. Parce Mm. qu'en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ce qui vient un petit peu euh, sauver ou du moins donner un appel d'air, une petite bulle d'oxygène à cette affaire Dreyfus, c'est l'institution judiciaire, la Cour de cassation. Et au bout d'un certain temps, parce que la classe politique a été renouvelée, le ministre de la Guerre qui va se dire bah, finalement, en effet, je ne peux pas nier l'évidence, etc., etc. Mais à la base, c'est quand même l'institution judiciaire qui va venir faire droit à ces demandes, à ces recours en révision, casser le premier jugement rendu par le Conseil de guerre, renvoyé devant le nouveau Conseil de guerre de Rennes. En 1902, accueillir la demande aussi de révision et instruire longuement une nouvelle instruction. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être comme juriste, c'est avant tout l'avènement de l'état de droit. Merci. Eh bien, merci infiniment. C'était bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'était passionnant. Merci. Et puis, continuer comme ça à prendre du thé ou du café ensemble et renouer avec des initiatives tout aussi stimulantes. En 19e, je ne sais pas, peut-être un peu début 20e, pourquoi pas. On a quelques idées déjà, Ah, je crois ben, qu'on sait. n'hésitez pas. Nous, on sera hyper Alors, il y heureux. avait une dernière question, je sais pas, Maurice, si on a le temps ou pas, parce que je vois qu'il est 20 heures. Pourquoi avoir attendu 90 Oui. ans après sa disparition pour l'élever à titre posthume et que pensez-vous de sa possible panthéonisation? Allez-y. À mon avis, c'est le contexte politique Ouais. actuel qui fait que l'affaire Dreyfus n'a jamais été complètement enterrée. Voilà, qu'elle reste un petit peu dans les foyers français et que ce contexte actuel se sert un petit peu de ce qui a pu se passer il y a 125, 130, 135 ans, selon où est-ce qu'on se situe, pour pour, voilà, pour proposer de revenir sur l'affaire Dreyfus, je pense. Mais Marie-Cécile, je te laisse peut-être Oui, je pense que oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'au vu du contexte actuel et toujours dans cette idée de blanchir un peu la République, hein, parce qu'actuellement il peut y avoir débat sur certaines positions. Cette réhabilitation pleine et cette panthéonisation joue un peu comme un apaisement Oui, social. un Ouais. baume que l'on veut poser sur la société. Oui, je pense en disant on est une société du vivre ensemble, voilà, je pense que c'est très politique là aussi, mais si ça peut profiter à Dreyfus, il le mérite aussi, donc voilà. Ben voilà. Bon, ben écoutez, on a essayé de montrer comment la justice peut se faire aujourd'hui encore et comment on peut tenter de réparer quelques injustices. Merci encore infiniment. Nous, les jeudis d'Hebraïka, c'est toutes les semaines. Et puis, c'est enregistré sur la page YouTube d'Hebraïka. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux, au public et encore une fois, Aude et Marie-Cécile, merci infiniment. Bonne Merci avec à vous. plaisir. soirée. Merci à vous, Maurice. Merci à tous. Merci, c'était un plaisir. Un grand, grand Belle plaisir. soirée. Merci beaucoup. Au Au revoir. Au revoir. revoir.